À l'école des mines, je suis entrée dernier et sortie avant-dernier. Notre invité est aujourd'hui Badreddine Oueli, président fondateur de Vermeg, l'éditeur de logiciels. Il est aussi président du réseau Entreprendre Tunisie et promoteur du projet Smart Tunisia. Badreddine Oueli est aussi connu aujourd'hui en Tunisie et à l'international pour son mécénat et ses activités philanthropiques. Bonjour Badreddine Oueli, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Maya, merci de m'avoir invité. Badreddine Oueli, si on entend vous dire, votre parcours universitaire était juste moyen. Écoutez, pour qu'on ne se méprenne pas, je vais dire que c'était quand même l'école des mines. Hein. J'ai eu la chance J'ai été souvent premier dans un concours de circonstances. Donc j'ai eu de la chance dans ma vie d'être orienté, la plupart du temps sans savoir réellement où je mettais les pieds. Et souvent, les choses ont bien tourné. Mm-hmm. Donc, parcours moyen, comment le définiriez-vous aujourd'hui, ce parcours universitaire? Traditionnel pour un élève qui avait des possibilités. Je n'ai jamais trop usé de mes possibilités pendant mon parcours scolaire, donc j'étais plutôt un élève plutôt paresseux en faisant le moins possible. Mm-hmm. Et à chaque fois, mon travail à l'école ne méritait pas les universités dans lesquelles je suis entré. Et à chaque fois, j'ai eu le petit bout de chance qui permet de rattraper le manque de travail. Donc, vous ne faisiez pas partie des boursiers de l'État tunisien. C'est votre mère qui a dû financer difficilement, dites-vous, vos études. Alors, j'ai été boursier tardivement parce que je n'étais pas dans les 100 meilleurs de la Tunisie que la Tunisie envoyait dans des bons lycées, etc. Donc, je me suis inscrit tout seul, donc vraiment au rattrapage. Et ensuite, j'ai pu obtenir une petite bourse, mais c'était insuffisant pour pouvoir faire face à la vie. Et donc, ma mère s'est endettée pour que je puisse faire mes études et elle s'est aussi endettée pour pouvoir vivre elle-même puisqu'elle était sans ressources. Et donc, elle complétait un tout petit peu, mais surtout, ça lui permettait de vivre le temps que je finisse mes études et que je puisse travailler et faire mon devoir de fils. Votre mère vous a élevé seul. Absolument. Badreddine Oueli, vous-même, vous y êtes arrivé à la force de vos diplômes, mais vous déclarez que les études universitaires ne sont pas toujours déterminantes. Moi, je n'ai pas fait d'études informatiques ni de finance. Et pourtant, je fais aujourd'hui de l'informatique pour la finance. Souvent, en fait, en tout cas, ce que je conseille aux gens, c'est d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à apprendre, de connaître les choses classiques et de ne pas trop se focaliser sur la technique parce que la technique se périme vite. La définition de ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. Et la technologie se démode rapidement. Si vous pensez au téléphone qu'on avait il y a seulement 5 ans, ou peut-être 10 ans, ça nous ferait rire aujourd'hui. Donc, imaginez que quelqu'un ait basé ses études sur le modèle de l'iPhone 3 ou de l'iPhone 4, très très vite, ce qu'il a étudié ne sert à rien. Si on étudie des choses fondamentales, des choses classiques, ça dure toute la vie. Si on étudie des choses à la mode, ça ne dure qu'un temps. Donc, ma recommandation, c'est de ne pas trop se focaliser sur ce qu'on étudie vraiment, que ça soit une débouchée immédiate sur le marché de l'emploi, mais plutôt de remplir sa tête, son âme et son cerveau de méthodologie, d'approche, de choses comme ça. Votre premier emploi, vous le trouvez chez l'avionneur américain McDonnell et Douglas. Vous résumez ainsi cette époque. J'étais un genre de Zorro qui passait ses journées à se faire engueuler. Racontez-nous ça. J'avais pris de mauvaises habitudes à l'école puisque je ne travaillais pas beaucoup et je lisais le journal, je lisais un livre par jour, etc. Et j'ai continué à faire ça pendant les premières semaines de ma vie professionnelle. Donc, je me suis fait remettre à ma place rapidement et vers la fin de ma période d'essai de 3 mois, on m'a prolongé ma période d'essai en me disant « on l'a fait parce que tu as fait l'école des mines, sinon on t'aurait viré ».
Et j'avais compris que mon comportement n'était pas professionnel, le moins qu'on puisse dire. Mais cette situation ne dure pas très vite et très jeune. Vous vous retrouvez avec 300 personnes sous vos ordres et un salaire confortable, 450 000 euros par an. Comment est-ce arrivé si vite, cette ascension concept, l'éditeur de logiciels financiers? Parfois, il y a un moment où on touche le fond. Donc, en décembre 86, on m'a menacé de me virer. Ma carte de séjour n'a pas été renouvelée et j'ai eu quelques déboires sentimentaux. Comme on peut en avoir à cet âge et à tous Et les âges que, d'ailleurs. et comme dirait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Donc, tout est arrivé un peu en même temps. Et donc, du coup, j'ai changé d'attitude et je me suis mis vraiment à m'investir profondément, fondamentalement. Et donc, j'ai commencé à travailler comme une brute. Bon, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu la trouille. Et la trouille, c'est le meilleur allié. En fait, je me suis mis vraiment à prendre au Trouille sérieux de ce que je faisais. quoi? La trouille de quoi? La trouille de décevoir votre mère? Bah, la trouille de ne pas payer les factures, déjà. De pas, elle avait besoin que je rembourse ses dettes et que j'envoie de l'argent. Elle avait besoin de vivre, et moi aussi. Et donc, sans travail, j'étais rien. Donc, il fallait vraiment que je puisse, que tous les mois, que le salaire tombe. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai changé d'attitude. Et le changement d'attitude m'a beaucoup servi parce que après ça, je n'ai fait que progresser très, très rapidement. Mhm. Monsieur Wally, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications et vous gagnez plus que le patron de France Télécom. Vous aurait-on dit lors du rachat de Concept par France Télécom, Orange aujourd'hui. Était-ce cela ou alors un désaccord stratégique? Vous vouliez plus vous diriger vers les pays émergents alors que les racheteurs ne voyaient pas les choses de cet œil? Bon, malheureusement, les choses se cumulent en général. Donc, c'est vrai que ça, c'était la première phrase de mon premier entretien avec le nouvel acheteur. Donc, c'est quand même, Hard. ça n'augure rien de bon. Mm. Maintenant, donc, quand les hommes s'entendent pas, euh, je le dis maintenant, à l'époque, je ne me rendais pas compte. À l'époque, je manquais vraiment de maturité, d'expérience. Puis maintenant, je me rends compte que il n'y a pas que le rationnel. L'irrationnel compte beaucoup, y compris dans les endroits où on le soupçonne le moins. Et finalement, quand avec une personne, le courant ne passe pas, le rationnel ne marche pas non plus. Et 1 plus 1, ça fait plus 2, quoi. Ça fait 2,5, ça fait plutôt 1,1, ça fait moins que ce qu'il faut. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense que le lien humain n'était pas bon. Et quand le lien humain n'est pas bon, donc toutes les idées que je proposais, elles étaient retoquées. Et je pense que lui, les instructions qu'il me donnait ne soulevaient pas mon enthousiasme. Et donc, c'était écrit d'une certaine façon que ça allait finir mal. Mais paradoxalement, c'est ce licenciement en 92-93 qui allait lancer la success story Badreddine Oueli que l'on connaît aujourd'hui. Un mal pour un bien. Oui, alors ça me fait rigoler aujourd'hui quand je vois les gens disent il faut faire un business plan et puis après il faut faire des formations pour devenir chef d'entreprise, il faut aller dans un incubateur et puis après l'incubateur il y a un accélérateur et il faut faire un premier tour de fond et un deuxième tour. Et il y a tout ce vocabulaire et ça me fait rigoler parce que moi j'ai rien fait de tout ça, j'ai rien préparé et Mais c'était aussi une finalement autre époque, Badreddine Oueli. Peut-être que c'était un peu plus facile alors qu'aujourd'hui. c'est ce qu'on dit toujours, hein. C'est ce qu'on dit toujours. Tous les 10 ans, on dit il y a 10 ans, c'était facile. Un peu Non, plus facile. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu plus facile du temps où on était un peu plus jeune. Enfin, je parle pour moi. je pense que je suis bien plus âgé que vous. Je crois que c'est plus. Euh, les gens en font toute une histoire. Finalement, vous voyez, vous possédez, vous, votre métier, que vous le fassiez dans un cadre salarié ou que vous le fassiez dans un cadre indépendant ou que vous montiez une entreprise, il y a 80% de commun. C'est l'amour que vous avez de votre métier, c'est la passion que vous y mettez, c'est le professionnalisme que vous avez. Et donc, finalement,
les 20% restants s'acquièrent rapidement. Évidemment, si vous n'avez pas le métier, ça devient une montagne. Et beaucoup de gens se lancent à 20 ans pour créer une start-up, c'est super. Mais généralement, ils n'ont pas le métier et puis ils n'ont pas la gestion et ils n'ont pas l'expérience. Ça fait beaucoup de handicap. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur. Je m'étais lancé, j'avais 30 ans, presque. J'avais déjà des années de management, de commercial, de développement, de technique. Donc tout ça, c'est ça qui m'a servi au fond. Et la partie gestion d'entreprise, c'était une partie mineure par rapport à l'océan de choses qu'on fait tous les jours. À votre retour en Tunisie, votre premier client est l'UBCI. Il vous a racheté un logiciel que vous avez passé 2 mois à coder tout seul. Comment s'est fait ce contact, ce premier contact entre le jeune ingénieur que vous étiez et l'UBCI? Est-ce que vous aviez des connaissances dans la boîte? Alors, avant de proposer à mes anciens patrons d'aller dans les pays émergents, j'avais sondé les marchés, la Tunisie, le Maroc, la Turquie, etc. Et j'avais pu établir des premiers contacts. Mais je pense que il y a eu des personnes qui ont eu un rôle déterminant dans le fait que la Tunisie m'ouvre ses portes. Si Mohamed Matloufi, qui était à la Main Bank, enfin à l'époque ça s'appelait CFCT, qui m'a donné confiance et d'ailleurs c'est devenu mon deuxième client. Habib Ben Ahliz, qui maintenant dirige BFI et qui était à l'époque chez Unisys et qui était mon commercial finalement au début, qui m'ouvrait les portes et j'avais un accord commercial avec Unisys. Et un monsieur qui s'appelle Iqbal Bedoui, qui travaille à l'UBCI et qui lui croyait aux jeunes. Il croyait que lui ne croyait que aux jeunes. Et donc autour de lui, il y avait une dynamique nouvelle, il y avait de la fraîcheur. Et ses patrons, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais il y avait des gens qui avaient envie d'avoir de l'air nouveau, avoir un peu de fraîcheur. Et je crois que c'est la foi de ces gens-là dans l'avenir, dans les choses émergentes, dans les choses nouvelles, qui m'a souri. Mais l'ascension fulgurante de BFI que vous fondez alors va très vite vous attirer des convoitises. Vous déclarez à Jeune Afrique, ils ont eu ma peau dans BFI. Alors, les gens ont oublié un peu, mais au tournant du siècle, vers la donc fin des années 90 et début des années 2000, les familles autour du président, et pas seulement les Trabelsi, mais les familles autour du président, voulaient s'enrichir à tout va. Et en fait, dès qu'une entreprise marchait un peu, ils venaient et ils posaient leurs conditions d'une certaine façon. Et donc, ils voulaient d'une certaine façon vous dire, voilà, je vous amène plus de clients parce que les banques publiques, les compagnies d'assurance sont à ma botte, donc je les obligerai à acheter vos logiciels, mais en contrepartie, je deviens votre associé, ou pire, je deviens votre maître. Et donc, quand vous avez travaillé toute votre vie de manière indépendante, ça vous fait mal. Et puis, à un moment donné, vous dites, est-ce que j'ai 35 ans, est-ce que je vais passer une vie d'esclave, finalement, ou est-ce que je vais faire ma vie à moi? Parce que c'est un peu un tournant. Et le tournant est dur parce que vous dites, bon, si à 35 ans, je commence à ramper, qu'est-ce que je vais faire à 45? Qu'est-ce que je vais faire à 55? Qu'est-ce que je vais faire à 65? Donc, je pense que j'ai tellement détesté l'image de moi que ça pouvait être que je n'ai pas accepté. Et quand je n'ai pas accepté, j'étais exclu de tous les marchés publics, j'étais persona non grata. Et du coup, ça m'a obligé à quitter BFI et puis à me lancer dans une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, je suis ravi d'avoir lancé cette nouvelle aventure parce qu'aujourd'hui, BFI est un vrai succès, mais Vermeeg est un succès aussi significatif et dont je n'ai pas à rougir. Pourtant, en 2009, vous faites partie du think tank coordonné par Ben Ali autour de Mohamed Ranouchi à l'époque, un think tank qui devait mener une réflexion stratégique pour booster la création d'emplois en Tunisie. C'est la jeunesse de Smart Tunisia, oui. D'ailleurs. Que s'est-il passé dans l'intervalle? Le régime s'est radouci à votre égard? C'est votre succès à l'international
qui a généré ça? Je rappelle que dans l'intervalle, vous avez fondé Vermeg aux Pays-Bas en 2002. Bon, je pense que il n'y avait pas une machine avec à la tête Ben Ali et qui ordonnait, qui découpait le pays en petits morceaux, celui-là, c'est pour celui-là. Je pense qu'il y avait de l'affairisme autour de lui, beaucoup, et que cet affairisme, il était fait par des individus. Il n'était pas structuré. Je n'ai jamais ressenti que Ben Ali lui-même était mon ennemi ou essayait au contraire. Au contraire, le marché le plus important qu'a remporté BFI, sans le soutien de Ben Ali personnel, il n'aurait jamais eu lieu, puisque le gouverneur de l'époque de la Banque centrale avait peur que ce soit une société tunisienne et il est allé voir Ben Ali en disant « Je ne peux pas confier l'argent de tout le pays à une petite boîte qui n'a pas d'expérience. » Et la réponse de Ben Ali, c'était « Ça fait 50 ans que vous faites ça à la main, une année de plus, ça ne changera rien. » Donc, je pense pas que Ben Ali ait eu un problème personnel avec moi, mais c'était l'affairisme de sa famille autour de lui. Et je pense qu'il n'était pas au courant de tout parce que, comment il a dit, je suis pas le soleil qui éclaire tout. Je suis pas en train de dire que c'est un enfant de cœur. Hein. Je suis en train de dire que c'était pas systématique, organisé par lui dans ses petits cahiers. Ou en tout cas, j'étais un trop petit poisson pour qu'il me regarde. En revanche, je pense que, et d'ailleurs le problème est toujours le même aujourd'hui, Mohamed Ranouchi, qui est un monsieur extraordinaire, fabuleux, un grand patriote, un grand Premier ministre, il avait le sentiment que la Tunisie était bâtie sur des mauvaises bases pour l'avenir. Au fond, en deux mots, au fond, notre pays a été bâti dans les années 70, quand la population était pour la plupart analphabète ou avec peu d'éducation. Et donc, on a monté le textile, le tourisme, l'agriculture, la petite industrie de transformation. Et puis, 30 ans et 40 ans après, le pays fait toujours les mêmes choses, alors que notre population est devenue éduquée, qu'on a des docteurs, des maîtrisards, des licenciés, des médecins, des ingénieurs. Et donc, le chômage de masse des diplômés du supérieur n'est qu'une conséquence du fait que notre économie est restée une économie de pays sous-éduqués. Et donc, c'est Mohamed, ce qu'il voulait, c'était ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, voilà, nous avons maintenant un chômage de masse de diplômés du supérieur. Nous n'avons pas réussi à en faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas réussi à faire quelque chose. Vous êtes dans les nouvelles technologies, vous êtes dans la biotech, vous êtes dans les énergies renouvelables. Proposez-nous, nous, le gouvernement, des pistes, proposez-nous des idées pour que notre économie se modernise, devienne une autre chose que ce qu'on avait. Et d'ailleurs, Smart Tunisia, c'était une des idées qui était ressortie pour aller chercher pour créer des industries qui utilisent des diplômés et non pas des industries qui utilisent des ouvriers. Et quelques années après, Maya, on est toujours dans la même situation finalement. Notre économie, c'est toujours le tourisme, c'est toujours l'agriculture, c'est toujours le textile, c'est toujours les industries qui ne consomment pas du diplômé. Et c'est terrible. Ouais, on va y revenir à ça. Mais avant ça, je voulais vous poser une question sur cette proximité, promiscuité inévitable avec les pouvoirs politiques. Comment la gérez-vous? Comment la gériez-vous? Comment la gérez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre la gestion de ces rapports avant et après 2011? Bon, la Tunisie, c'est un petit marché et un petit pays. Si votre horizon, c'est le marché local, c'est-à-dire que si ce que vous fabriquez comme produit ne se vend que sur le marché local, comme l'État, directement ou indirectement, contrôle 70% de l'économie, les terres agricoles sont à l'État. L'État possède 3 grandes banques et est actionnaire dans une douzaine de banques. Il possède quelques compagnies d'assurance, les transports. L'État possède tout. Beaucoup dans l'économie. Donc, si vous restez essentiellement sur le marché local, à un moment donné, vous vous retrouvez sur des marchés publics. Et donc, vous vous retrouvez au carrefour entre l'économie et la politique. Dès lors que vous quittez
la Tunisie en termes de marché, ce qui est le cas de Vermeil. Dès lors que vous allez ailleurs, il n'y a plus d'interaction avec la politique du tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de connaître les dirigeants du pays pour pouvoir faire des affaires. Vous devenez quelque chose d'indépendant, d'autonome, et vous avez votre vie. Donc, la seule chose qui reste, c'est des choses qui sont de l'ordre du RSE ou de l'ordre du caritatif ou de l'ordre du travail sociétal, mais plus de business. Et c'est le cas aujourd'hui de Vermeil. Nous n'avons aucune interaction avec le marché local. Et du coup, nous avons des relations apaisées avec la politique. Sinon, Sophie, à la déclaration d'un patron de presse tunisois à Jeune Afrique, il dit que vous êtes connecté à tous les niveaux, ministère, pouvoir. Quel est le prix de cette bonne connexion? Est-ce la neutralité, une certaine neutralité politique que vous devez afficher? Bon, d'abord, malheureusement, dans le monde moderne, les premières générations qui gagnent de l'argent, donnent une partie significative de ce qu'ils ont gagné à la communauté. Et donc, moi, j'ai monté une fondation, Fondation Tunisie pour le développement. Je l'ai richement dotée et j'essaye de faire des actions concrètes sur le terrain. Et quand on fait des actions concrètes sur le terrain, ben, on a affaire au gouvernement, on a affaire que ce soit au niveau local ou au niveau national. Et comme je viens frapper à leur porte, non pas pour prendre, mais pour donner, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit au développement économique, que ce soit à la technologie, je suis plutôt bien accueilli. Et ils savent que quand je viens frapper à leur porte, c'est jamais pour dire je veux changer la nature d'un terrain d'agricole vers constructible, je veux avoir un privilège. Donc, je ne demande pas de privilège, je ne demande pas de terrain, je ne demande pas d'avantage. Au contraire, je viens, j'espère, régler quelques problèmes à mon humble niveau. Et donc, du coup, je suis bien reçu. Et puis, comme je ne suis pas affilié à un parti ou à une organisation, même si j'ai des amis dans les différents partis, j'ai des gens… Comme tout le monde. Lida Saïdi, c'est quelqu'un que j'adore. Et Lida Saïdi, c'est vraiment… voilà. Lida Saïdi, je m'entends avec lui. Je le trouve fabuleux, je le trouve sympa. Je trouve que Youssef Chahd est quelqu'un d'extraordinaire. Mais je n'ai pas de carte d'un parti ou de l'autre. Et tout le monde le sait. Et je ne le ferai jamais. Mais cette neutralité, comment est-ce qu'elle vous a été possible lors de 2012, par exemple, lorsque il y a eu suspension du Printemps des Arts que vous avez cofondé, la manifestation ayant été visée par les islamistes? Bon, en fait, il y a des leçons qu'on tire. C'est que les projets, quand vous voulez, par exemple, créer un centre à Céliem, ce qu'on a, pour former les jeunes, pour qu'ils puissent avoir accès à la technologie, etc., le centre, il doit vivre 20 ans ou 25 ans. Et la politique, c'est l'alternance. Donc, quand vous lancez un tel projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller frapper à toutes les portes de tous les partis et expliquer son projet et dire voilà ce qu'on veut faire. On ne le fait pas avec quelqu'un ou contre quelqu'un, on le fait pour la population locale. Je n'ai pas l'intention derrière ça de créer un parti politique. Je montre patte blanche. Et quand on montre patte blanche et que les gens commencent à vous croire, à ce moment-là, ils deviennent vos amis. En tout cas, ils ne s'opposent plus à ce que vous faites. Et alors, les projets peuvent exister et peuvent avancer. Parce que autrement, et c'est ce qui s'est passé avec Smart Tunisia, par exemple, Smart Tunisia, c'est parce que des gens de différents partis l'ont soutenu dès le premier jour que ça a fini par aboutir. Autrement, il serait mort depuis longtemps et on a eu une alternance tous les ans. Donc, imaginez, chaque alternance, il faut faire un stop and go, c'est l'horreur. Mais après toutes ces péripéties que vous avez vécues sous les différents régimes, on a parlé de redressement sous Ben Ali en 2012, ce qui s'est passé pour le Printemps des Arts. N'avez-vous jamais l'idée de faire vous-même de la politique? Ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Certains disent que c'est imminent vu que maintenant vous vous exposez un peu plus qu'avant. Avant, vous étiez dans une discrétion totale. Je pense que bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la politique, donc j'ai vu
tous les gens, Yassine, Brahim, d'autres personnes, Saïd Laïdi et d'autres, je les ai vus, parce qu'ils viennent tous de l'informatique, et je les ai vus faire de la politique. D'abord, je suis admiratif, parce que ils se sont fait insulter, ils ont pris des coups, ils ont renoncé à des postes et à des salaires vraiment très, très importants, là où ils étaient, pour pouvoir rejoindre le terrain tunisien. Moi, je crois qu'il n'y a pas que la politique pour servir la Tunisie. Je pense qu'il faut servir son pays et ses concitoyens. Si j'avais pas eu de bourse, je serais pas ce que je suis. Si j'ai pas fait l'école publique, je ne serais pas ce que je suis. Donc, je dois quelque chose à la Tunisie. Mais pour rendre quelque chose à la Tunisie, on n'est pas obligé de faire de la politique. On peut faire du caritatif, on peut faire du social, on peut faire du développement. Et je fais du développement. Donc, je me sens engagé avec la Tunisie, mais je ne crois pas que le seul engagement, c'est la politique. Maintenant, sur un plan personnel, Maël, sur un plan personnel, en fait, la politique, c'est quand? C'est le soir et les week-ends. Moi, j'ai une vie professionnelle déjà extrêmement chargée. Je n'ai aucune envie de consacrer mes soirs et mes week-ends à faire des réunions dans des partis, à démarrer soi-disant à 9h et que les gens arrivent à 10h30, etc., etc., etc. Je n'ai pas la vocation, je n'aime pas ça, je n'ai pas envie de devenir un élu. Oui, mais entrer en politique, à l'origine, c'est une volonté de faire changer profondément les choses qui ne vont pas. Et Badreddine Oueli déplore aujourd'hui plusieurs choses dans cette Tunisie, par exemple les lourdeurs administratives, la bureaucratie. Par exemple, on va prendre Smart Tunisia, lancé en 2015, qui devait générer 50 000 emplois en 5 ans. On a l'impression que ce projet a trébuché sur l'écueil administratif, des lourdeurs de cette bureaucratie. Vous le dénoncez vous-même. Est-ce que ceux qui ont fait de la politique, là, jusque-là, ils ont tous plein de trucs administratifs, Non, de lourdeur? justement. Non, justement. Mais est-ce que vous dites pas, si moi j'entrais en politique, mon premier projet serait celui-là. Je ferais changer profondément les choses dans le sens d'alléger toutes ces procédures qui freinent tout, qui freinent l'investissement, qui freinent l'entrepreneuriat. À mon âge, je ne crois pas que je sois plus malin que les autres. Et si les autres, ils ne sont pas arrivés, c'est que c'est beaucoup plus dur qu'on croit. Donc, et où en est le Smart Tunisia aujourd'hui, les emplois promis en 5 ans, les 50 000 emplois en 5 ans? Je crois qu'on en est loin aujourd'hui. Bon, oublions les chiffres du décret. Pourquoi je dis oublions les chiffres du décret? Parce que le décret a mis 1 an et demi à être signé. Déjà, ils ont mis 1 an et demi à le signer. Ils ont mis à peu près 1 an à nommer un président de Smart Tunisia et à créer une équipe. Donc déjà, il y a 2 ans et demi qui sont passés sans qu'il y ait même pas une personne avec un crayon qui soit occupée de Smart Tunisia. Donc Smart Tunisia, la vie réelle qu'elle a eue, est beaucoup plus courte que ce que dit le décret. Qui lui, ils l'ont signé 1 an et demi avec du retard sans jamais le mettre à jour. D'accord. Mais peu importe. Smart Tunisia a permis les 2 années et demie effectives de sa existence de créer 20 000 emplois. 20 000 emplois de gens qui ont Bac+3 et Bac+5. Globalement, majorité Bac+5 et minorité de Bac+3. Pour avoir une idée de ce que c'est 20 000 emplois, c'est ce que crée l'économie tunisienne chaque année, tous métiers confondus. Toute la Tunisie arrive à créer seulement, malheureusement, 20 000 emplois par an. De boucher à boulanger à ingénieur. 20 000 emplois par an. Et Smart Tunisia seul a contribué en 2 ans et demi pour 20 000 emplois. Ce projet-là, s'il y a des choses dans ma vie où j'ai à rougir, et hélas, comme tout le monde, il y a des trucs, j'en suis pas très fier, c'est pas Smart Tunisia. La station T, l'incubateur géant de start-up sur le modèle de Station F en France, a-t-il achoppé sur les mêmes tracas administratifs? Oh oui, oh oui. Mais le modèle n'est pas la station T. Le modèle n'est pas la station T. La station F.
Pardon, la station F. Pardon, mais merci. En Tunisie, il y a deux pelotons. Il y a deux pelotons. Il y a un peloton qui est à Tunis, entre Manza, Mutu, banlieue nord, où j'habite d'ailleurs, il y a des incubateurs, il y a de l'argent, les parents sont connectés, les gens ont fait de bonnes études, le niveau des profs est pas trop mauvais, les gens ont voyagé, ils maîtrisent un peu de langue étrangère. Ça, c'est un peloton. Et dans ce peloton, il y a des startups qui naissent, il y a des gens qui ont des bons boulots, ils ont leur voiture déjà. Souvent, quand ils viennent à l'incubateur, ils viennent pas à pied, ils viennent pas par les transports en commun, etc. Et c'est très bien. Et il y a une majorité de gens qui n'ont pas accès, parce que les parents n'ont pas ce niveau-là, ou ils n'habitent pas aux bons endroits, ils habitent à l'intérieur du pays, il n'y a pas tout ça. Ils habitent dans des villes où il n'y a pas d'infrastructure. Ils ne maîtrisent que l'arabe. Ils sont exclus. Le projet de Station T, c'est un projet pour ces gens-là. C'est pas un projet pour les autres. Donc, ce n'est pas essayer de prendre l'élite et de la pousser vers le haut. Il y a suffisamment d'organismes aujourd'hui et d'incubateurs qui le font, et bravo, et je suis ravi qu'ils le fassent parce que ça tire tout le monde vers le haut. Le projet auquel je travaille avec la Fondation, c'est un projet pour les autres. Tout comme les centres Alif, c'est un projet pour les autres. Je peux vous dire, à Sédiane, il n'y a pas un chat dont les parents sont riches, sont multilingues, etc. Sinon, ils ne sont pas à Sédiane. Donc, les centres Alif sont pour ces gens-là. Et parmi les gens qu'on forme, parmi les gens qu'on accueille, auxquels on fait accéder à la technologie, il y en a qui ont des idées d'entreprise. Il y en a qui ont envie de s'essayer à lancer des choses. Et la Station T, elle est pour eux. Donc, ce n'est pas du tout le projet de Xavier Niel. Xavier Niel est suffisamment gentil pour nous fournir… Et il s'est retiré du projet, Xavier Niel. Non. D'abord, il n'est jamais rentré dans ce projet pour se retirer. Xavier a toujours dit… On a lu ça dans les journaux économiques. Bon, vous êtes mieux placé que moi pour savoir… Non, mais c'est vrai, ce qui n'est pas vrai dans les journaux. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai travaillé et je travaille avec lui. Xavier Niel a toujours mis à notre disposition le savoir-faire qu'il a, les outils, les expériences, gracieusement, pour notre projet. Et il a toujours dit, c'est votre projet en Tunisie, je ne connais pas la Tunisie, c'est à vous d'adapter ce que je vous donne pour mettre en place des choses. Donc, Xavier n'a jamais été un membre actif autre que du mécénat pour nous, et il continue à le faire de la même façon et avec la même détermination. Maintenant, et quels sont les… Oui, allez-y. Maintenant, pour faire un centre pour les défavorisés, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il soit gratuit. Donc, nous avons trouvé les gens pour nous donner de l'argent pour les équipements. Nous, la Fondation, nous payons le personnel et nous cherchons le lieu. Et l'État tunisien s'est engagé pour le lieu. Et jusque-là, l'État tunisien n'a pas réussi à trouver un lieu à mettre à disposition des jeunes. Mais je ne désespère pas et nous sommes en train de chercher activement. Mais notre condition, c'est que ça soit gratuit parce que nous cherchons à faire en sorte que ça soit accessible aux gens à la deuxième partie du peloton et pas à la première partie. Autre chose que vous déplorez aujourd'hui en Tunisie, Badreddine Oueli, vous dites que vous n'arrivez plus à trouver d'ingénieurs. C'est la fuite des cerveaux que vous déplorez. Bon, il y a à boire et à manger. Nous avons 300 000 diplômés chômeurs, en gros. Nous, en tant que pays, nous ne sommes pas en train de leur trouver des débouchés. Alors, une partie d'entre eux, celle qui peut, s'en va. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui n'a pas trouvé sa chance dans son pays de s'en aller? J'ai du mal à le faire. La deuxième chose, c'est que quelle est l'alternative au départ? C'est qu'il reste en Tunisie au café ou qu'il aille consommer de la drogue ou il ou elle. Donc, tant que nous n'avons pas une dynamique d'emploi
active dans ce pays, on ne peut pas déplorer la fuite des cerveaux. Il faut que nous faisions tout ce qui est possible et que ça se traduise en actes pour que les jeunes trouvent leur chance dans leur pays. Pour le moment, malheureusement, nous ne savons pas donner la chance aux gens dans leur pays. Donc, oui, allez-y. Alors maintenant, les entreprises comme Vermeeg en souffrent, ok, dont acte, parce que évidemment, ceux qui peuvent partir, c'est pas les moins bons, souvent, ce qui est normal. Donc, en tout cas, il y a une première leçon, c'est que nos écoles et nos universités sont pas si mal que ça, puisque nos jeunes trouvent des emplois en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, on a beau dire que le niveau baisse, il ne baisse pas tant que ça, en tout cas pas pour tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que ça nous oblige à être créatifs. Donc, l'année dernière, Vermeeg a pris 300 licenciés au lieu de prendre 300 ingénieurs. On a mis l'encadrement qu'il faut et nous sommes en train de travailler avec eux dans un mode de type alternance pour que dans 3-4 ans, ils deviennent ingénieurs. Et donc, finalement, on a remplacé la créativité et le départ des ingénieurs a ouvert des nouvelles chances à des gens qu'on n'aurait peut-être pas embauchés. Donc, voilà, c'est pas plus mal. Badreddine, aujourd'hui, vous donnez beaucoup. Quel est votre mécénat ou projet philanthropique dont vous êtes le plus fier? Vous savez, on ne peut pas quantifier. Il y a un projet dans lequel j'ai participé il y a 15 ans. C'est un centre pour identifier, un centre pour la vue pour les enfants. Donc, ça forme des éducateurs pour identifier si un enfant est vraiment aveugle ou il a un tout petit peu de vue. 4 enfants sur 5 sont catalogués aveugles alors qu'ils ont un peu de vue. Et quand ils ont un peu de vue, leur vie change. Et donc, un petit centre avec quelques jours de formation et ces enfants-là changent de vie. J'ai monté une petite maison, une maison d'hôtes à Bab Sadoun, pour que les parents des enfants hospitalisés à l'hôpital d'enfants puissent se loger gratuitement quand ils viennent visiter leurs enfants malades. Ça n'a pas de prix, en fait. C'est un petit projet, mais le caritatif vous donne des joies et des satisfactions à nul autre pareil. Le confinement, Badreddine Oueli, qui faites-vous? Vous codez ou alors vous réarrangez votre collection de pièces d'art? Bon, d'abord, comme Vermeeg et les 1400 employés de Vermeeg dans le monde sont tous working from home, je me solidarise et moi aussi je travaille de la maison, même si j'ai une autorisation de circuler, je travaille de la maison. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'on travaille beaucoup plus de la maison que… en fait, je croyais travailler beaucoup, mais entre les voyages, les temps morts, les restaurants, etc., le temps effectif qu'on passe avec les gens au bureau n'est que de quelques heures par jour. Maintenant, je passe le plus clair de mon temps avec mes collègues. Alors, je travaille plus, mais I am enjoying it. Badreddine Oueli, nous allons nous quitter en musique. Votre choix musical, vous avez choisi Brassens. Présentez-nous votre choix, Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Que dit ce choix de vous? Pourquoi ce choix? Bon, d'abord, j'adore Brassens. Une dédicace? Je pense à personne en particulier, mais je pense à beaucoup. Bon, je trouve que les gens prétendent du patriotisme et en fait, le nationalisme a plus la couleur de l'exclusion que de la solidarité ou de l'amour. Et cette chanson, elle fait réfléchir un peu à qu'est-ce que ça veut dire aimer son pays et qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'aimer et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aimer son pays. Merci Badreddine Oueli de nous avoir déconfinés si intelligemment. Merci pour votre attention, pour nous avoir suivis. À la prochaine déconfinade. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs et hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts,
leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habités. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.